Chers élèves de troisième, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour faire le bilan de toutes les activités que nous avons faites ensemble sur ces territoires ultramarins, les DROMCOM, et je vous propose dans un premier temps de retracer un petit peu tout le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors la première consigne qui vous avait été donnée, c'était d'établir cette carte des DROMCOM et donc de situer géographiquement ces territoires. Parmi ces territoires, il y avait plusieurs différences. D'un côté, on trouvait les DROM, donc les départements et les régions d'outre-mer, et de l'autre côté, les COM, les collectivités d'outre-mer. Effectivement, tous ces territoires n'ont pas le même statut par rapport à la France métropole. Alors, ce qu'on appelle la France métropole, c'est tout simplement la France que nous connaissons, la France que nous habitons, c'est-à-dire la France continentale en Europe, la France des 13 régions, Corse comprise. Et donc tout ce qui est autour, tous ces territoires, ils font également partie de la France, mais c'est ce qu'on appelle la France d'outre-mer. Donc d'un côté, on va trouver 5 territoires, Mayotte depuis 2014 officiellement, donc 5 territoires qui sont des départements et des régions d'outre-mer. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent de la même façon que les départements et les régions en France, la seule différence c'est qu'ils sont éloignés géographiquement. C'est ce qu'on appelle les territoires ultra-périphériques, puisqu'en fait ils sont très éloignés de la métropole française. Donc parmi ces territoires, on trouvait la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, attention qui n'est pas une île, Mayotte et la Réunion. À côté de ça, on va trouver ce qu'on appelle des collectivités d'outre-mer, des COM. Ce sont des territoires qui sont également reliés à la France, mais qui sont dotés d'un statut particulier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des départements et des régions, et qu'ils sont dotés de plus d'autonomie. Ça veut dire qu'ils ont une organisation différente. Et enfin, on trouve des territoires avec un statut encore plus spécifique, ce sont ce qu'on appelle les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Dans une activité, je vous ai montré les îles Kerguelen. Alors ici, c'est au singulier, mais il faut savoir que c'est un archipel de plusieurs petites îles. Alors bien souvent, ces territoires, ils sont utilisés plutôt dans le domaine scientifique, puisque par exemple, on va analyser des données pour mesurer le réchauffement climatique. D'accord? Ce genre de choses. Voici donc le premier travail qu'il fallait faire pour différencier et localiser ces territoires. Donc, pour que ce soit bien clair dans vos têtes, vous avez une mini trace écrite, donc il faudra venir écrire aménager les territoires ultramarins. Cette trace écrite, en fait, elle va être divisée en deux. Vous avez la première partie ici, et puis en fait, vous aurez la deuxième partie après. Donc, soit vous imprimez la fiche, et puis vous la complétez au fur et à mesure, soit vous réécrivez petit à petit. Alors ici, c'est plutôt un point vocabulaire pour un petit peu éclaircir la situation spécifique de ces territoires. Donc, aménager les territoires ultramarins, grand 4. L'aménagement des territoires n'a pas seulement lieu dans la France, ça sera à vous de me dire quelle France, mais également en Outre-mer dans les DROMCOM. Donc je rappelle, départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. En effet, ces territoires sont liés à la France puisque ce sont d'anciennes colonies, mais elles ont des statuts différents. Pour les DROM, elles fonctionnent comme les départements français de la métropole, à la seule différence qu'ils en sont très éloignés. Pour les COM, ce sont des territoires ayant un statut spécifique, avec une plus grande autonomie et une organisation bien sûr différente des DROM. Et enfin donc, le mot manquant ici c'est le même que celui-ci, la France des 13 régions en Europe, qui est l'État continental, et donc ce qu'on appelle France entière, c'est la France des 18 régions, donc 7 France ici, plus les Outre-mer, ce qui fait au total 18 régions. Voilà. Et donc dans un second temps, vous aviez un exposé à faire, des recherches sur l'un des territoires ultramarins proposés, pour un petit peu mieux connaître donc la situation géographique, les activités principales, le nombre d'habitants, la population au kilomètre carré, le taux de chômage, etc., etc. Ça vous permettait d'avoir un regard différent par rapport à toutes ces cartes postales que bien souvent on nous met en avant. Ces territoires effectivement sont dotés de paysages somptueux, différents de ce qu'on connaît en Europe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des contraintes dans ces territoires et que l'aménagement y est parfois difficile. C'était l'objet de notre activité donc qui prenait cette forme. Alors je vous propose une petite correction à l'oral pour vérifier que vous avez bien tout analysé. La première question qui se posait dans tous ces documents, vous n'aviez pas d'indice, seulement le corpus documentaire, il fallait aller chercher les informations, c'était quelles étaient les contraintes pour les locaux. Vous aviez une première bande dessinée qui vous montrait effectivement en arrière-plan un pont en construction et une famille qui dialoguait,
Et dans ce dialogue, on s'aperçoit qu'effectivement, la grand-mère, elle a mis plus de 3 heures pour aller chez sa fille, alors qu'en fait, il y a seulement une rivière qui sépare donc la famille. Et on s'aperçoit quelques mois plus tard que, une fois ce pont construit, eh bien, le temps de trajet doit être nettement plus réduit et nettement plus simple. Donc déjà, il y a une première contrainte naturelle, hein, qui est donc l'aménagement d'un site avec une rivière et parfois escarpé, on le voit avec les montagnes ici. Une deuxième contrainte, c'était eh bien les distances par rapport à la métropole. Vous doutez bien que si la France veut aménager ses territoires, eh bien il faut qu'elle trouve des solutions parce que les distances sont très grandes. Une autre contrainte que vous pouviez citer, c'était le fait que eh bien, certaines zones sont complètement enclavées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles avec des routes. On vous explique ici que le cirque de Matafé, où habitent 700 habitants, il est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. Et donc à pied, il faut un certain nombre d'heures pour atteindre cette zone géographique. Dans les contraintes, vous pouviez par exemple citer la Guyane avec la présence d'une forêt très dense, ou vous pouviez également citer donc la Guadeloupe avec donc un sommet volcanique, hein, la Soufrière. Voilà donc pour la première question. Pour la deuxième question, on vous demandait pourquoi il n'était pas possible d'aménager certaines zones. Vous avez à moitié répondu dans la première question. Certaines zones, elles ne sont pas aménageables parce qu'il y a trop de contraintes géographiques, parce que certaines zones sont complètement inconstructibles. On doute bien qu'on va avoir du mal à aménager un volcan ou construire en plein milieu d'une forêt dense. Troisième question, on vous demandait 5 secteurs d'aménagement. Donc il fallait être attentif dans chaque document pour voir les différents secteurs qui pouvaient aider. Alors dans la bande dessinée, le premier secteur, eh bien, c'est la construction. Bien évidemment, l'État va aménager et construire des infrastructures pour permettre aux habitants, eh bien, d'une part, de réduire les distances, mais aussi de réduire les inégalités. Donc vous aviez l'exemple ici d'un pont, mais si vous regardiez la carte, vous avez aussi l'aménagement des ports et des aéroports. Ok ? Donc ça, c'est pour les infrastructures et la construction. Vous avez aussi également des aménagements touristiques. On a du tourisme dans tous ces territoires, hein, du tourisme balnéaire. Effectivement, on a des paysages qui sont somptueux, donc ces paysages, ils sont exploités. Enfin, vous pouviez avoir aussi des aménagements agricoles, puisqu'on s'aperçoit que et en Guadeloupe et en Martinique, on a des espaces agricoles en crise, et donc ces espaces, il faut les réaménager pour qu'ils gardent une certaine dynamique et qu'ils soient toujours aussi compétitifs. Dans ces territoires, par exemple, on a la fabrication du sucre avec la canne à sucre, la banane en Martinique, etc., etc. Le cacao aussi, le café, etc. Donc ces territoires, il faut qu'ils aient aussi des aménagements dans l'agriculture. Une agriculture locale qui doit se développer et se conserver. Enfin, vous avez d'autres aménagements que vous pouviez citer, des aménagements qui touchent un peu plus l'environnement et donc la protection environnementale, avec la présence donc des parcs nationaux, qu'ils soient à la fois terrestres ou marins, puisqu'effectivement on protège la faune et la flore à la fois à l'intérieur du territoire, mais aussi à l'extérieur, puisque ce sont des territoires bien souvent ouverts sur un milieu marin. Et puis vous avez également donc des réserves pour protéger notamment les coraux, par exemple, en Polynésie française. Et enfin, vous pouviez citer également un autre type d'aménagement du territoire. Il s'agissait plutôt ici des territoires qui sont utilisés au niveau scientifique. Par exemple ici avec une base météorologique pour contrôler un petit peu le réchauffement planétaire. Et enfin ici donc un centre spatial, Ariane, donc en Guyane, le centre spatial de Kourou. Quatrième question, on vous demandait les acteurs qui intervenaient dans l'aménagement de ces territoires. La question 4, c'était pas la plus simple, mais il y avait quelques indices si vous analysiez bien les documents. À 2 reprises dans la bande dessinée, on observe ici un panneau avec le drapeau de l'Union européenne, qui nous prouve et qui nous montre que l'Union européenne, eh bien, elle investit dans ces territoires. Vous allez dire, c'est bizarre, pourquoi l'Union européenne investit? Eh bien tout simplement parce que la France est membre de l'Union européenne. Donc forcément, il y a des subventions pour aménager les territoires de la France. Et comme ces territoires ultramarins font partie de la France, eh bien, ils ont aussi des dotations par l'Union européenne.
L'Union européenne, on la retrouve ici, et puis il y avait ici le mot métropole qui intervenait à plusieurs reprises, qui vous montrait aussi que la France, eh bien, elle participait au financement de nombreux projets dans ces territoires ultramarins. Donc il y avait deux acteurs à trouver, la métropole et l'Union européenne. Enfin, dernière question, quels étaient les avantages pour la France de posséder et d'aménager ces territoires? Eh bien, tout simplement, si on regarde, eh bien, elle a des territoires partout dans le monde finalement, dans à peu près tous les océans. Donc mer des Caraïbes, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien avec la Réunion, etc. Donc finalement, la France, elle a des possessions territoriales partout. Donc ça, c'est le premier avantage. Un deuxième avantage, c'est que, eh bien, ces territoires participent à l'économie de la France. Donc si on ne les aménage pas, eh bien, ils ne vont pas rapporter grand-chose à la France. Donc la France a tout intérêt à entretenir ces territoires et surtout à les faire vivre. Et enfin, il y avait d'autres avantages, eh bien, c'est qu'elle utilise des territoires parfois isolés et inhabités pour développer une activité qui ne serait pas possible en France métropolitaine. On s'imagine mal avoir un centre spatial en plein milieu de la France ou une base scientifique qui mesure le réchauffement climatique, ça serait pas stratégique. Du coup, eh bien, tous ces atouts permettent à la France effectivement d'avoir un rayonnement plus planétaire, plus global. Alors maintenant que l'activité est terminée et corrigée, je tenais à attirer votre attention sur un point, c'est que ce genre d'activité, vous en retrouverez probablement lors de votre entrée au lycée, en début d'année prochaine. Le premier constat, c'est qu'il n'y avait aucune indication sur les documents dans lesquels étaient les informations. Par exemple, question 1, je vous ai pas mis document 1, 2, 3. D'accord? Un deuxième point, c'est que lorsque vous avez ce genre d'activité, on attend de vous un minimum de rédaction, puisqu'il y a très peu de texte. Il y a énormément d'images, de données, mais pas forcément de données textuelles. Et donc il fallait aller creuser un peu plus les informations. Donc ce qu'on attend de vous à la fin de la troisième, c'est un minimum de rédaction. Alors j'ai sélectionné plusieurs travaux de certains d'entre vous pour vous montrer à peu près ce qu'on attend de vous. Hein, vous avez donc un premier travail ici. On voit bien que les questions ont été répondues de manière plus ou moins précise, mais que le bilan vient retracer tout ce qui a été dit. Donc ça, c'était un point positif de cette activité, c'est qu'on avait un bilan qui reprenait toutes les questions et toutes les réponses établies. Dans la même lignée, même chose ici, même si les réponses ne sont pas forcément développées partout, on a un bilan qui se tient, qui reprend les documents, vous voyez ici document 1, document 4, et donc qui vient parfaitement résumer tout ce qui s'est dit et tout ce qui a été trouvé dans l'activité. Une autre ici, hein, même chose, où effectivement les réponses sont complètes et on a quelque chose d'assez travaillé. Et enfin, un dernier travail sélectionné où le bilan est d'une grande qualité puisqu'il reprend vraiment point par point tout ce qui a été établi, à la fois en prenant les avantages mais aussi les contraintes de ces territoires ultramarins. Donc voilà un petit peu ce qu'on attend en termes de rédaction d'un élève qui arrive en fin de troisième et qui rentrera au lycée l'année prochaine. Donc voilà, pour les prochaines activités, essayez d'étoffer un petit peu plus pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Voilà donc pour cette activité, et je vous propose donc le bilan. Selon toi, que faut-il retenir de cette activité à travers une trace écrite? Cette trace écrite, la voici. Donc hein, c'est la deuxième partie. On a vu effectivement que l'État français, il doit contribuer à l'aménagement de ses territoires sous son autorité. Ainsi, l'État, il investit dans plusieurs secteurs d'aménagement. Donc ça sera à vous de les retrouver, hein. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière si vous ne vous rappelez plus des termes que j'ai utilisés. Mais on a un premier domaine qui favorise les déplacements et qui a pour but de réduire les inégalités entre les habitants avec l'aménagement d'aéroports et de ponts, par exemple. On a un deuxième secteur très important pour la France qui permet de développer le secteur tertiaire, avec par exemple la modernisation des centres-villes et des activités de loisirs. Vous avez un troisième domaine d'activité qui, lui, a pour objectif de maintenir le secteur primaire de façon locale, par exemple avec une production de canne à sucre, de bananes et de cacao. Des choses qui seraient compliquées à produire en France métropolitaine. Donc la France a tout intérêt justement à ce que ce secteur continue de fonctionner. Un autre secteur cité qui concerne la protection, ça sera à vous de me dire, avec la construction de réserves, au pluriel d'ailleurs, avec la construction de réserves et parcs nationaux pour protéger la faune et la flore. Voilà donc quelques domaines qu'il va falloir retrouver. Cependant, ces aménagements nécessitent l'aide de la métropole, mais aussi
il y a un autre acteur que vous devez me trouver pour plusieurs raisons. D'une part, il y a de nombreuses contraintes. Alors, de quel type sont ces contraintes? Alors, il y a les forêts denses, le volcanisme, les îles et les archipels qui sont éloignés les uns des autres. Donc, ce sont des contraintes d'un certain type. D'autre part, ce sont aussi des territoires marqués par une plus grande pauvreté, avec des taux de, à vous de me dire, ça c'est par rapport à ce que vous avez fait en exposé, donc des taux élevés, bien plus forts qu'en métropole, par exemple 30% à Mayotte contre 8% en France. Enfin, ce sont des territoires très éloignés géographiquement, ce qui conduit parfois à des coûts élevés. Mais cet éloignement géographique est aussi un atout, puisque la France utilise des zones inhabitées pour développer son activité scientifique, par exemple, vu qu'elle a construit une base, à vous de me dire, et un centre, à vous de me dire. Ok? Voilà, donc pour la prochaine fois, vous devrez me compléter toute cette trace écrite, qui sonne un petit peu le bilan de tout ce que nous avons fait sur ces territoires ultramarins, et qui vient donc clôturer notre chapitre sur l'aménagement des territoires. Donc n'oubliez pas de me renvoyer cette trace écrite une fois que vous l'aurez complétée pour que je puisse vérifier vos réponses et vous apporter une correction. Voilà, je vous dis bon courage et à très bientôt.